Merci de vous joindre à nous. Awandiaï, c'est le nom d'une femme d'une trentaine d'années tuée par son partenaire dans un bar-hôtel de Liberté 6. Le présumé meurtrier a pris la fuite. En colère, les habitants du quartier exigent la fermeture du bar. On va y revenir avant la fin de ce journal. Tragédie dans les zones inondées de la commune de Kermassar. Un enfant perd la vie après une chute accidentelle dans un canal à ciel ouvert destiné à l'évacuation des eaux de pluie. Théodore Semedo nous en dit plus. Le quartier Ousmane Beng de la commune de Kermassar dans la consternation. Un enfant de 3 ans du nom d'Amadou fait une chute accidentelle mortelle dans un canal à ciel ouvert destiné à l'évacuation des eaux pluviales. Le drame s'est produit ce dimanche. Les secours alertés ont eu du mal à extraire le corps sans vie du défunt après 3 heures de recherche. Par la suite, les habitants de ce quartier ont mobilisé leurs propres moyens pour sortir le défunt enfant. Les sapeurs-pompiers sont revenus à la charge pour évacuer le corps sans vie du défunt enfant Amadou dans un hôpital de la place pour les besoins de l'autopsie suite à une réquisition de la gendarmerie de Kermassar qui a ouvert une enquête. Théodore Semedo, Kermassar, Walfadjri. Restons dans la banlieue dakaroise avec un autre drame, cette fois-ci à Poste-Thiaroye. Un tapissier âgé de 15 ans meurt électrocuté. La Sénélec dénonce un branchement clandestin, une thèse que refutent les proches de la victime. Une enquête est ouverte, on va y revenir. Toujours dans l'actualité, le collectif des victimes de Gadaye exige l'application de la loi dans le litige foncier. Les opposants au promoteur Rambaï Fall, condamné à 2 ans de prison et 4 milliards d'amende. Les victimes ont profité d'une visite du ministre Isma Djoum pour exprimer leurs doléances. Amara Kouyaté, leur porte-parole, est au micro de Théodore Semedo. Nous sommes satisfaits de voir que la vérité a triomphé sur le mensonge. Lorsqu'il s'est apparu à la télévision, à la RTS plus précisément, au soir du 18 décembre 2013, le visage assombri par la haine et la méchanceté, a voulu légitimer son acte en jetant la responsabilité sur la DSCOS. Mais heureusement, 4 longues années nous ont permis de voir qu'il avait tout façonné sur des mensonges. Heureusement que le droit a été dit, il a été condamné à 2 ans de prison ferme, assorti de mandat d'arrêt, plus une contrainte par corps. Il faut que le parquet prenne ses responsabilités dans la mesure où toutes les responsabilités ont été prises pour examiner de fond en comble, n'est-ce pas, les réalités de la procédure. Il faut que l'État, sur le cas social aussi, doit pouvoir se pencher sur les victimes. C'est un site qui demande cela, beaucoup de l'assainissement, des infrastructures. Et vraiment, nous attendons l'état de l'électricité. Ça, c'est aussi une des conditions que nous voulons que l'État vienne en aide. Je vous le disais en titre, à Kaolack, les 40 agents de la mairie licenciés abusivement ont entamé une grève de la faim ce lundi et ne comptent pas arrêter s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Ils demandent au maire Maria Massar de respecter la décision de justice en leur payant leurs 54 millions. Babacar Sen parle en leur nom au micro de Al-Hassan Ba. Cette grève de la faim fait partie de nos plans d'action parce que nous sommes des travailleurs qui sont à la mairie depuis 2009. À un moment donné, Madame le maire nous a licenciés au profit d'autres personnes, ce qui est injuste. C'est pourquoi aujourd'hui on est là pour manifester notre colère. Jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes là jusqu'à nouvel ordre. Notre problème en est que nous sommes des travailleurs de la mairie de Kaolack qui sont là depuis 2009. À un moment donné, Maria Massar est venue, elle a fait un recrutement de 71 personnes et elle nous a accepté de ce recrutement. C'est pourquoi, étant donné que nous connaissons ce que dit le Code du travail, on a porté l'affaire vers la justice. La première instance, qui est le tribunal du travail, nous a donné raison. Elle a fait un appel sur son droit, mais l'appel aussi nous a donné raison encore. Donc la cour d'appel a vidé, c'est pourquoi on est là pour lui exiger d'appliquer cette décision de justice. Bon, je me dis que elle ne soucie même pas de nous.
Elle ne soucie même pas que nous sommes ses propres enfants, les enfants de la ville de Kaolack, qui ont travaillé dur ici dans cette municipalité. N'est-ce pas? Elle a pris ses propres enfants, elle nous a licenciés, ce qui est injuste. C'est pourquoi nous sommes prêts pour tout, parce que c'est notre avenir qui est menacé. Nous voulons rejoindre notre poste de travail au plus bref délai. Toujours dans le Saloum, colère des populations de Darumbapou dans le département de Nioro. Elles sont descendues dans la rue pour dénoncer le manque d'infrastructures de base dans leur localité. L'enclavement de Darumbapou pose également problème. Les habitants menacent de rattacher leur village à la Gambie si rien n'est fait. Al-Hassan Ba. Les habitants de Darumbapou, un village situé dans la commune de Ngayen Sabah au département de Nioro, dans la rue pour déplorer les maux dont souffre leur localité. Très enclavés avec une route presque inexistante, ils sont obligés de passer par la Gambie pour allier l'autre partie du territoire sénégalais. La route est tellement détériorée, usée même, comme vous le voyez. Vraiment usée. Vraiment, le village là, moi je comprends même pas. Nous sommes obligés de passer par la Gambie, de prendre la route de la Gambie ici à Nguyen pour rallier, n'est-ce pas, Poste Karaïb ou même Nessabak ou même Nioro. Voyez, ça c'est vraiment déplorable. Leur poste de santé qu'ils ont construit avec leurs propres moyens et qui est en quête de personnel qualifié manque aussi de tout, disent-ils. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins. Ils ont réuni leur argent pour construire cette poste de santé-là. Il n'y a même pas une femme qui peut accoucher ici. Nous voulons un médecin qualifié, un médecin diplômé pour venir en aide cette population qui a besoin de ça. 2250 individus que compte ce village attendent toujours son électrification pour pouvoir vivre en sécurité. Il n'y a pas d'électricité dans ce village. Et je vous dis, ce village fait partie des plus grands villages de la commune. Et il n'y a pas d'électricité. On nous a oubliés. Regardez ce village, ce grand village-là. Regardez ces personnes-là. Les femmes, tout ça, il n'y a pas de sécurité. Très fatigués de courir derrière leurs droits les plus absolus, ces populations d'Ingoyan menacent, si rien n'est fait, de ne pas voter pour le président Macky Sall, mais aussi de rattacher leur village à la Gambie. Nous voulons qu'avant les élections, que le président Macky Sall nous vienne en aide. Nous vienne en aide et nous construire notre route qui est tellement détériorée. Maintenant, si Macky Sall ne nous vient pas en aide, nous risquons de ne pas voter pour lui. Parce que nous ne devons pas choisir la Gambie pour être gouverné par Adama Barrow. Puisque les Sénégalais ne veut pas nous aider, nous allons nous rendre notre village et se rendre en Gambie. Darumbapou, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Très prisé par les Sénégalais, le poisson et les légumes se font rares sur le marché en cette période d'hivernage. Résultat, la dépense quotidienne connaît une hausse dans de nombreuses familles. Rokhaya Ndour a fait un tour au marché Castor. Voici son reportage. Nous sommes au marché Castor de Dakar, un lieu très fréquenté. En cette période hivernale, le poisson qui se fait rare coûte très cher, nous disent certaines vendeuses. À l'heure où nous vous parlons, le poisson est très cher. Nous achetons la caisse à 5 000 francs et les clients viennent rarement, raison pour laquelle nous n'arrivons pas à avoir du bénéfice. Depuis la fête de Tabaski, à nos jours, les clients viennent rarement et le poisson est très cher, surtout en cette période d'hivernage. Pour ne pas perdre les poissons, on est obligé de les congeler sans cesse. Le prix de la caisse varie. Il y a celles que nous achetons à 30 000, d'autres à 37 000 francs CFA. Pour les légumes indissociables dans la marmite, le prix a également connu une hausse. Il y a la conjoncture et les prix des légumes sont chers. On est en période d'hivernage. Les clients doivent comprendre qu'en cette période, tout est cher. Les commerçants achètent les légumes dans les champs et les cultivateurs vendent le denrée alimentaire à un prix excessivement cher.
Cette situation porte préjudice aux consommateurs qui voient leurs dépenses quotidiennes s'accroître. Les temps sont durs, surtout en cette période d'hivernage. Tout est cher, que ce soit les légumes ou les poissons. Les pêcheurs ne veulent plus aller en mer car leur vie est risquée. Franchement, c'est un calvaire, surtout chez nous les ménagères. Déjà, il n'y a pas de poisson. Les légumes sont chers. Actuellement, au marché, il n'y a rien. Les légumes sont chers, le poisson est cher. Il n'y a rien. C'est difficile pour les ménagères. Poissons, légumes et autres condiments se font rares dans les marchés en cette période d'hivernage. Si les vendeurs se plaignent de la cherté, idem pour les consommateurs qui voient leurs dépenses quotidiennes passer au triple. Nous quittons Dakar pour le Ndiambour. Les jeunes de la commune de Léona dans tous leurs états après la suspension des navétanes par le sous-préfet de Sakal. Ils ont investi la rue pour dénoncer cette décision de l'autorité administrative. Omar Kairé. Les jeunes de la commune de Léona privés de navétanes. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sakal a signé le 30 août dernier un arrêté pour suspendre les activités de vacances pour menace de troubles à l'ordre public. Décision jugée politicienne par les jeunes qui accusent le sous-préfet et le maire de Léona. Ils ont organisé une marche de protestation. La zone R de Léona, qui voulait tout simplement organiser ses activités de vacances 2017, a même procédé au tirage au sort. À notre grande surprise, le sous-préfet de Sakal a tout simplement introduit un arrêté suspendant les activités, prétextant qu'il y a tout simplement des menaces de troubles à l'ordre public. Et ces raisons ne sont pas véritablement des raisons fondées. En réalité, c'est pour des raisons politiques que le sous-préfet de l'arrondissement de Sakal, en connivence avec le maire de la commune de Léona, a suspendu nos activités. Il a affirmé que le bureau de la zone de Léona est politique. Nous voyons, ou bien nous avons tous compris que les activités de navétane sont apolitiques et non confessionnelles. C'est pour la raison pour laquelle nous avons battu aujourd'hui le macadam pour fustiger cet acte et réclamer ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire une jeunesse libre de s'épanouir. Ce problème soulevé par les jeunes n'est que l'arbre qui cache la forêt, indique Cheikh Diop, président d'associations sportives et culturelles. Ce conseiller municipal dénonce la mauvaise gestion de la commune de Léona. Le conseil municipal en place et à sa tête le maire Mamadouba Djamyodi dirige à sa guise comme il le veut, comme on l'entend. Et ce qui est grave, c'est qu'il bénéficie de la complicité du sous-préfet, M. Abdoulaye Diop, semble-t-il, M. le sous-préfet est technicien d'élevage ou d'agriculture, mais son attitude, quand il s'agit de partager des terres, nous trouble. On partage beaucoup de terres ici, le CADL de Sakal n'est même pas informé. Il est arrivé même qu'il ait emprunté le CADL de Nguidila pour procéder à des morcellements. Léona est la seule commune au monde où on peut rester un mois à courir derrière un extrait de naissance ou n'importe quel autre acte d'état civil. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'officier d'état civil attitré. Quand le maire voyage pour des raisons officielles ou même il est en vadrouille, donc on est obligé d'attendre. Joint au téléphone, le sous-préfet de Sakal nie en bloc toutes ces accusations. Il prend pour responsable le président de zone Yankoba Fall qui, d'après lui, est à l'origine de toute cette situation. À en croire le sous-préfet Abdoulaye Diop, ce dernier a initié des travaux d'aménagement sur le terrain de football sans aviser le maire. Le sous-préfet, qui déplore des accusations gratuites sur sa personne et à l'endroit de l'édile de Léona, se dit toutefois prêt à réunir les deux parties autour d'une table pour trouver un terrain d'entente. Omar Kairé Louga, Walfadjri.
Je vous le disais en début de journal, Awa Ndiaye, c'est le nom d'une femme d'une trentaine d'années tuée par son partenaire dans un bar-hôtel de Liberté 6. Le présumé meurtrier a pris la fuite. En colère, les habitants du quartier exigent la fermeture du bar-hôtel et les explications de Issatine. Le drame s'est produit ici, à Liberté 6 Extension. Une femme répondant au nom de Awa Ndiaye mortellement poignardée dans les locaux de l'auberge Golden Sun. Cet homme trouvé sur place témoigne. Même pas 5 minutes qui même pas 5 minutes qui Je suis arrivé sur les lieux à peine 5 minutes après le crime. Personne ne sait exactement ce qui s'est réellement passé. Il n'y a que des rumeurs. En tout cas, elle a dit au barman qu'elle a été poignardée et avant que le barman puisse arrêter un taxi, elle a perdu la vie. Je suis venu pour la couvrir, mais c'est vraiment terrible. L'assaillant a fui, mais il y a des caméras de surveillance ici et ils n'ont qu'à regarder les vidéos. Bars et auberges font le décor du quartier. Les riverains réclament leur fermeture. On est habitué à ces choses. Déjà hier, il y avait un vol de téléphone portable dans l'auberge et les gens se battaient presque jusqu'à 12 heures avec des teinçons de bouteilles. Je savais que ça finirait par arriver. L'État doit prendre des mesures et fermer les bars et auberges du quartier. On souhaite que l'État ferme l'auberge. C'est un couple chinois qui le gère et ça ne nous rapporte rien du tout. L'assaillant a pris la poudre d'escampette. Les Chinois propriétaires du Golden Sun ont quitté les lieux et le corps sans vie de Awa Ndiaye a été acheminé dans un hôpital de la place. Et Satine, on passe maintenant à la page internationale, une synthèse de Hassan Gueye. Un triple attentat suicide a fait au moins 15 morts ce lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du village de Massalari dans le nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe djihadiste Boko Haram. Les attentats ont fait également 43 blessés. Un autre kamikaze s'est fait exploser quelques minutes plus tard dans cette zone sans faire de victimes. Les 3 kamikazes étaient des femmes selon les témoins. Mi-août, un triple attentat suicide perpétré par des femmes kamikazes avait fait 28 morts et plus de 80 blessés à Borno et à la sortie d'un camp de déplacés. De nouveaux affrontements ont éclaté ce lundi entre policiers et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La police a lancé des gaz lacrymogènes et utilisé des jets d'eau pour disperser les étudiants qui ont mis en place des barrages, jeté des pierres et autres projectiles ou tiré avec des lance-pierres. Ces apprenants qui voulaient marcher vers les bureaux du ministère de l'Éducation dénoncent la hausse des frais d'inscription qui passent de 6 000 à 20 000 francs. Ces affrontements ont fait plusieurs blessés parmi les étudiants. La ministre ivoirienne de l'Éducation, Kandia Kamara, a assuré qu'il n'y avait aucune augmentation des droits d'inscription et annonce des poursuites contre des syndicats. Une foule de manifestants vêtus de tuniques blanches chantant Dieu est grand s'est rassemblée ce lundi matin près de la grande mosquée de Dhaka dans la capitale du Bangladesh. Ils protestaient contre les violences sur la minorité musulmane Rohingya en Birmanie. Elle prévoyait de marcher sur l'ambassade birmane pour l'assiéger. La police a bloqué le cortège dans le centre de Dhaka. Seule une délégation de 10 personnes a été autorisée à se rendre à la représentation diplomatique pour y déposer une pétition. Après avoir annoncé qu'elle ne se rendrait pas à l'Assemblée générale de l'ONU, Aung San Suu Kyi a annoncé son intention de s'adresser à ses concitoyens ce mardi, pour la première fois depuis le début de la crise en fin du mois d'août. Son discours télévisé à la nation va être prononcé depuis la capitale administrative birmane, un discours très attendu. Du football dans ce 20h éliminatoire mondial 2018, la reprogrammation du match Afrique du Sud-Sénégal n'est pas encore gagnée pour les Lions. Le Burkina Faso a décidé de saisir le tribunal arbitral du sport pour s'opposer à la décision de la FIFA de faire rejouer le match perdu par l'équipe de Aliou Cissé. Les précisions de El Khairi Aïdara.
La fédération burkinabé de football n'acceptera pas la décision rarissime prise le 6 septembre 2017 par la fédération internationale. Faire rejouer un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Et pour cause, il s'agit de la rencontre entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, des adversaires directs des Burkinabés dans le groupe D. Un groupe que le Burkina occupe la tête avec 6 points plus 2, le Cap-Vert 6 points, le Sénégal 5 points plus 2. S'estimant lésé par ce choix inhabituel, la fédération burkinabé a donc adressé ce lundi au tribunal arbitral du sport, l'instance suprême en matière de litige sportif, une déclaration d'appel contre l'option retenue par la FIFA. La FBF continue de marquer son opposition à une décision entachée d'abus de pouvoir et sans aucun rapport avec les textes de l'instance internationale du football, indique-t-il dans un communiqué. La FBF, au regard des conséquences graves qui pourraient découler d'une telle décision pour les autres équipes du groupe et particulièrement pour l'équipe du Burkina Faso, la FBF a attiré l'attention de la FIFA sur un certain nombre d'illégalités que recèle la décision. Poursuit le communiqué. La FIFA avait tranché en faveur d'une nouvelle confrontation entre les équipes sud-africaines et sénégalaises suite à la suspension à vie de l'arbitre Joseph Lamtey pour influence illégale sur le résultat d'un match. Ce dernier avait en effet accordé un penalty imaginaire au Bafana Bafana, vainqueur 2-1 face au Sénégal. Le seul paradoxe est que la fédération sud-africaine de football a accepté de rejouer ce match et la FIFA va rembourser à la fédération sud-africaine les dépenses effectuées lors de cette rencontre. La FIFA a laissé aussi le choix aux Sud-Africains de choisir une date avant le match retour en prévu au mois de novembre entre le Sénégal et l'Afrique du Sud ici à Dakar. Parlons maintenant des Navétanes phase nationale. L'ASC Bendoula de Ziguinchor, vainqueur de l'édition 2016, s'est qualifié pour les quarts de finale. L'équipe de Ziguinchor a battu en 8e de finale l'ASC HLM Route de Dakar de Thiès 1-0. L'entraîneur de l'ASC Bendoula, Pape Maguette Ning, a indiqué que son équipe est à Dakar pour conserver le titre. Le voici au micro de El Haïri Aïdara. On a travaillé les gosses mentalement. Parce que les phases là, c'est le mental qui le joue. C'est des matchs répétés. On a travaillé les gosses mentalement pour aller jusqu'au bout. Les 45 minutes, les 90 minutes, les tirs au but. Il faut aller jusqu'au bout pour se qualifier en quart de finale. Ils sont tous des jeunes. Ils viennent des Navétanes. Oui, vous savez que l'équipe qui a gagné les phases de l'année passée, il n'y a que 3 joueurs qui sont là. Ouais, c'est des jeunes. On continue à travailler sur ça. Et ils seront bons dans l'avenir, Inch'Allah. Notre objectif de départ, avant de quitter Ziguinchor, c'est conserver notre titre. Mais arrivé dans la compétition, on joue étape par étape. On a atteint notre premier objectif, c'était de passer en 8e de finale. Notre deuxième objectif, c'était de passer les 8e pour les quarts. Notre troisième objectif, c'était de passer en demi-finale. L'actualité sportive qui cède de la place à la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Lutte contre le choléra, IZF renseigne qu'au nord-est du Nigeria, l'Organisation des Nations Unies lance un appel de fonds. Au moins 44 personnes ont succombé au choléra dans le nord-est du Nigeria, dévasté par le conflit de Boko Haram, ont annoncé lundi les Nations Unies qui ont lancé un appel de fonds de 10 millions de dollars pour enrayer une éventuelle épidémie dans les camps de déplacés. Le premier cas de choléra a été déclaré le 6 août dans l'état de Borno, épicentre des violences entre l'armée nigérienne et le groupe djihadiste Boko Haram. La maladie s'est ensuite étendue particulièrement dans les camps de déplacés. Les problèmes d'hygiène aggravés par la saison des pluies, les difficultés d'acheminement d'eau potable, particulièrement dans les zones reculées, la surpopulation des camps et des taux de malnutrition élevés font craindre une épidémie dans la région. Poursuivons avec IZF toujours, qui revient sur l'incendie en Côte d'Ivoire qui a ravagé un grand marché au nord d'Abidjan. Un incendie spectaculaire a entraîné de gros dégâts au marché d'Abobour dans une commune au nord d'Abidjan, poursuit RFI, qui indique que les pompiers ont lutté d'ailleurs contre les flammes durant une bonne partie de la nuit. Aucune victime n'est à déplorer, mais le lieu est quasiment détruit, ajoute le site. Au Togo, renseigne Jeune Afrique, Yark Daman, le ministre de la
la sécurité et de la protection civile togolais déclare qu'il faut éviter que les manifestants se dirigent vers la présidence. À sa une, Jeune Afrique, des propos qui ont suscité des interrogations auprès de nos confrères qui demandent à l'autorité que s'est-il passé le 19 août dernier lorsque 2 personnes ont trouvé la mort. Des caches d'armes existent-elles? Quel est le dispositif de sécurité prévu pour les manifestations des 20 et 21 août 2017? Des interrogations qui trouvent réponse dans Jeune Afrique. El Watan, quant à lui, parle de crise financière et d'un recours à la planche à billets. Le site affiche les assurances d'Ouyaya. Nos confrères algériens ajoutent que le Premier ministre a tenté hier de tempérer les appréhensions que nourrit l'opinion publique concernant les effets des solutions que son gouvernement préconise pour faire face à la crise financière. Terminons avec africaguinée.com. Le site rapporte que la ville de Lola est coupée du reste de la Guinée forestière. À Zérékoré, le pire est arrivé après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville ce dimanche 17 septembre 2017. Après Zekedou, en début de semaine, c'est le pont qui relie Zérékoré de Lola qui a cédé suite aux inondations qu'ont connues les quartiers qui longent la rivière de Tilé dans la commune urbaine. Plusieurs citoyens sont touchés par ces inondations qui ont encore causé assez de dégâts matériels. On renseigne nos confrères qui évoquent également qu'à Boké, devant la corruption, l'impunité, la poussière, la jeunesse révolte. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, a-t-on l'habitude de dire. Les événements enregistrés actuellement à Boké illustrent parfaitement ce dicton vieux comme le monde. Ces incidents qui secouent la ville minière de Kakandé depuis le début du mois sont la conséquence du mensonge d'État érigé en système de gouvernance sur fond de corruption et d'impunité institutionnalisée par le RPG Arc-en-Ciel, rendant ainsi les inégalités encore plus difficiles à supporter pour les populations exclues des préoccupations d'un président incompétent et d'un gouvernement occupé à se remplir les poches et l'enrichissement d'un clan formé autour du chef de l'État. Conséquence, à Boké, le chômage des jeunes, l'absence des services sociaux de base, eau potable, électricité sont légion. Et ce sera tout pour cette édition. Retrouvez à 21h Cheikh Tidiane Gomis et Nicolas Sonko dans Air de jeu. À vous tous, merci de l'attention. L'information continue sur notre site walfenêtre.com. Bien l'info.